Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La VENEMENT d'une nouvelle puissance, la Chine. Pendant les années 90, la Chine a la plus forte croissance du monde avec des taux qui avoisinent les 11% par an. Elle devient le premier pays récepteur d'investissements directs à l'étranger, ID, en 2003 devant les États-Unis. En juin de la même année, on lui attribue les Jeux olympiques de 2008 qui se dérouleront à Pékin. L'autre grande métropole, Shanghai, accueillera de son côté l'exposition universelle de 2010. Autant de signes qui corroborent l'hypothèse qu'elle pourrait devenir la première puissance économique mondiale d'ici 2050. Mais il faut accorder la plus grande prudence à l'interprétation des chiffres, car d'une part, la plupart sont officiels et ne reflètent pas toujours la réalité. D'autre part, n'importe quel chiffre ou statistique en Chine prend des proportions gigantesques puisque l'on parle d'un pays qui représente plus d'1 habitant sur 5 de la planète. La Chine a certes décroché la 4e place mondiale en termes de PIB, mais elle ne se situe qu'au-delà du 100e rang mondial en ce qui concerne le revenu annuel par habitant, $1 600 environ. Chapitre 1. Une longue marche vers la mondialisation. 1. La construction d'un grand marché. Le déclin d'une superpuissance. L'histoire de la Chine remonte à plusieurs millénaires. On oublie bien trop souvent qu'avant d'être cette nouvelle superpuissance en passe de dominer le monde, la Chine a été l'un des premiers pays à développer une économie, et elle a réussi par la suite à s'imposer pendant de longs siècles comme une dynastie puissante et florissante. L'agriculture et l'élevage domestique auraient débuté il y a plus de 5000 ans, le long des rives du Huanghe. Quelques 1500 ans plus tard, une civilisation d'importance majeure voit le jour en Asie orientale, la dynastie des Shang. Les paysans travaillent désormais le sol avec des outils en fer et peuvent se vanter de détenir des méthodes assez sophistiquées pour couler le bronze. C'est à cette même époque que le filage et le tissage des étoffes de soie se répandent à travers le pays, avec les techniques les plus évoluées du monde. Au fil des siècles, le commerce de la soie va ainsi devenir le plus prospère, aussi bien sur le marché intérieur qu'à l'export. En matière de textile, on assiste donc à un retour aux sources, et dire de la Chine qu'elle est devenue l'atelier du monde ne convient pas, elle l'est plutôt redevenue. On ne peut pas non plus parler de l'histoire de la Chine sans rappeler les inventions majeures qu'on lui doit, la boussole, le papier, l'imprimerie, la porcelaine et la poudre. Introduites dans de nombreux pays, elles ont eu une influence certaine sur la civilisation mondiale. Comment alors en est-on arrivé à classer cette formidable puissance dans la catégorie des pays sous-développés? Pourquoi a-t-on l'impression que la Chine n'a pas existé économiquement avant le XXIe siècle? Il faut pour cela remonter à la fin du XVIIIe siècle, période à partir de laquelle la Chine va entrer dans un grave déclin à la fois économique, politique, puis culturel. 3 faits majeurs ont eu raison de millénaires de prospérité. Le premier est dû à la forte croissance de la population durant le XVIIIe siècle. À cette époque, la riziculture chinoise, savante mais dévoreuse de travail et d'entretien, freine les investissements dans d'autres secteurs. L'abondance de main-d'œuvre, au lieu de servir comme en Europe, l'industrialisation, se déverse dans l'exploitation du riz, à tel point que l'on en arrive à une pénurie de terres fertiles et à des rendements décroissants. À ce que l'on pourrait qualifier de tournant raté de la révolution industrielle, viennent se greffer les guerres de l'opium. Dans les années 1830, la Chine, pour contrer l'afflux de l'opium des colonies anglaises, en revient à une politique vieille de plusieurs millénaires, le protectionnisme. En 1840, les Anglais, inquiets de voir la balance commerciale s'inverser en leur défaveur, décident alors de frapper fort, les armes aidant pour forcer la Chine à s'ouvrir au commerce international. Le traité de Nankin est signé en 1842. Il porte un sérieux coup à l'Empire Qing. Les nombreuses rébellions et guerres civiles, dont la plus importante fut celle des Taiping, 1851 à 1864, contribuent à affaiblir un État déjà menacé par sa complexité administrative. La chute du dernier empereur Puyi, en 1911, marque finalement la fin de la dynastie manchoue des Qing. Mais ces événements n'ont été que les prémices d'une catastrophe bien plus grave au siècle suivant, l'avènement du communisme. C'est la Chine nouvelle,
de Mao qui a véritablement sonné le glas de plusieurs millénaires de réussite économique. Les vastes programmes de redressement de l'économie nationale, la nationalisation des entreprises et la collectivisation des terres, destinés à faire de la Chine un État autosuffisant, sont autant d'erreurs qui ont plongé le pays dans une récession majeure, accompagnée d'une des plus grandes famines du siècle. Malheureusement, si l'économie peut être redressée par des mesures appropriées, ne serait-ce que parce qu'une période d'expansion suit généralement une période de récession, il n'en va pas de même pour les mentalités. La révolution culturelle, qui s'est déroulée de mai 1966 à octobre 1976 sous le commandement de Mao, a sûrement été le pic de l'anéantissement de la pensée, surtout dans le milieu intellectuel. Bien au-delà d'un génocide culturel, l'ère Mao a profondément marqué les esprits du sceau communiste et aujourd'hui encore, la notion de démocratie chinoise est au cœur de nombreux débats qui agitent la communauté internationale. L'accession aux institutions internationales. Au début de l'ère Mao, en 1949, la Chine se convertit au communisme et devient la République populaire de Chine, RPC. Elle décide alors de quitter son siège au GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, acquis 2 ans plus tôt lors de sa fondation. Un acte qui marque le début de l'hostilité envers les institutions internationales et l'anéantissement de toute forme de coopération avec l'étranger. Ce n'est donc qu'à la mort de Mao que la Chine va opérer un changement de cap pour essayer de prendre place sur la scène internationale. À grand renfort de négociations et de relations diplomatiques, elle gagne sa place au FMI et à la Banque mondiale en 1980 et participe en 1981 au 3e accord multifibre pour devenir, 3 ans plus tard, membre du comité du GATT sur les textiles. En 1986, le pays est alors en mesure de présenter une demande officielle au GATT en vue de regagner son statut de partie contractante. La phase finale s'enclenche. L'accession au GATT puis à l'OMC à partir de 1995. La rédaction de la procédure revêt un caractère titanesque aussi bien sur le fond que sur la forme. Le groupe de travail, chargé d'établir un rapport, compte 68 pays, un nombre inégalé jusqu'alors. La longueur de la procédure est quant à elle, à l'image de la Chine, immense. Parallèlement, les négociations continuent à s'intensifier entre les partenaires. Elles visent dans un premier temps à obtenir des États-Unis des concessions tarifaires et l'accès au marché dans le domaine des services. Dans ce cadre-là, des accords bilatéraux déterminants sont signés avec les États-Unis en 1999 et avec l'Union européenne 1 an plus tard, ce qui présage le ralliement de la Chine à l'OMC dans de brefs délais. C'est finalement en septembre 2001 que l'ensemble des conditions d'accession définitive, rapport du groupe de travail, protocole d'accession et liste d'engagement sur l'accès au marché, étant enfin réunis, la Chine devient officiellement membre de l'OMC, dans un tumulte de polémiques aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Un nouveau marché. La Chine de Mao a réussi le pari d'un désastre à 3 niveaux, économique, social et culturel. 30 années de pouvoir dictatorial ont enfoncé le pays dans une profonde misère en persuadant les esprits qu'il n'existe aucun régime meilleur que le communisme. Des croyances qui persistent encore, surtout parmi les épargnés du miracle chinois. La mort de Mao en 1976 marque néanmoins sans conteste le début d'une nouvelle ère pour la Chine. Le combat qui s'engage pour la succession entre le Parti communiste et les réformateurs donne victoire à ces derniers. Dès 1979, sous la houlette de Deng Xiaoping, ils entreprennent des réformes dans tous les domaines tout en développant une politique d'ouverture. Décollectivisation de l'agriculture, réintroduction des lois du marché et libéralisation des prix, suppression des communes populaires et des livraisons obligatoires font partie du panel des nombreuses réformes des années 80. Parallèlement, l'État encourage la création d'entreprises privées et généralise petit à petit la mise en place d'un environnement favorable aux entreprises locales et étrangères. 5 zones économiques spéciales sont par exemple créées pour favoriser la coopération économique et les échanges technologiques avec l'étranger. Les lois chinoises s'assouplissent et permettent la création de joint ventures pendant que des banques commerciales voient le jour. Cette nouvelle politique est bien évidemment loin d'être purement altruiste. La Chine ne faisant pas encore partie du GATT à cette époque,
il lui est facile d'attirer les capitaux étrangers pour accélérer sa stratégie d'industrialisation par promotion des exportations, sans réciprocité. En d'autres termes, les capitaux étrangers servent à bâtir l'industrie chinoise qui exporte ses produits à bas coût sur le marché occidental. La mise en place des accords multifibres parvient à endiguer pour un temps le flot d'exportation de textiles, mais leur démantèlement total prévu en vertu des accords de l'OMC relance le débat. Grand stratège, la Chine a aussi compris que le meilleur moyen de rattraper son retard rapidement et efficacement, c'est tout simplement de copier les meilleurs. Et plutôt que d'aller voir ce qui se fait ailleurs, autant le faire sur place, c'est moins coûteux et plus facile. Ainsi pouvait commencer pour la Chine la nouvelle ère du copier-coller. La politique d'ouverture et de libéralisation a ses limites et le gouvernement en donne une preuve irréfutable. Les événements tragiques de Tiananmen à la fin des années 80. Alors que la page du communisme tente d'être tournée par la jeune génération qui réclame une libéralisation du régime politique, les revendications se terminent en bain de sang. Les étudiants sont arrêtés, condamnés, massacrés. L'utopie de la Chine démocratique est anéantie. On appelle au boycott et un embargo sur les ventes d'armes est décidé par l'ONU. Mais cet immense pays représente un marché beaucoup trop important pour qu'on puisse s'en passer longtemps. À peine quelques mois plus tard, les États-Unis multiplient à nouveau les liens économiques avec cette puissance désavouée. Les enjeux et les retombées économiques sont colossaux sur ce marché, qui représente 1/5 de l'humanité et qui négocie âprement son entrée dans l'OMC. La répression tragique est donc oubliée, le marché chinois ouvre ses barrières, l'industrialisation s'accélère de plus belle, la croissance explose et le miracle chinois refait la une de tous les journaux. En 1990, la bourse de Shanghai est créée. En 1997, la puissante ville de Hong Kong est rétrocédée à la Chine. En 2001, c'est enfin la consécration avec l'entrée du pays dans l'OMC. Le grand marché ne se repose pas sur ses lauriers puisqu'en 2004, le gouvernement chinois décide d'alléger davantage le contrôle qu'il exerce sur les sociétés qui veulent investir à l'étranger et de simplifier les procédures d'agrément qui existent encore. Le ministère du Commerce chinois va pour cela réduire drastiquement la liste des pays cibles, pour lesquels il doit donner son accord et diminuer sensiblement le nombre des secteurs qui étaient jusqu'alors considérés comme sensibles, tels l'énergie, les transports et les télécommunications. La politique d'autarcie paraît bien révolue et coopération semble devenir le leitmotiv de Pékin. 2. Les conséquences de l'entrée dans l'OMC. Depuis l'entrée de la Chine dans l'OMC, le monde entier s'est focalisé sur l'évolution de l'économie chinoise et les polémiques ne manquent pas. Optimistes et pessimistes ont chacun leur avis, insistant sur les aspects fastes et néfastes d'une telle organisation. Les répercussions de ce bouleversement économique commencent à se ressentir véritablement aujourd'hui. Il suffit d'ouvrir le journal et de lire un article sur le textile chinois pour comprendre quelle est l'ampleur au niveau mondial de la fin des quotas imposés par l'OMC. Au niveau interne, le Premier ministre chinois Zhu Rongji évoquait en 2002 sa quasi-certitude d'un impact immédiat. Dans le court terme, le choc risque d'être dur pour certains secteurs et entreprises peu compétitifs, l'agriculture étant certainement le secteur le plus sous-entendu. Le rapport de la Banque mondiale présenté début 2005 à Hong Kong souligne bien ces deux facettes de la question. D'un côté, le ralliement de la Chine à l'OMC a eu un effet stimulant pour son économie grâce à la plus grande ouverture internationale du pays. Cela se ressent notamment au niveau du volume des exportations et des restructurations du système bancaire. D'un autre côté, le rapport indique aussi que depuis 2001, le revenu des paysans a baissé alors que celui des citadins ne cessait d'augmenter. Quant au système juridique et gouvernemental, c'est la grande question qui est posée. Va-t-il se transformer ? Difficile de trancher. Les règles imposées par l'OMC devraient permettre plus de transparence et moins de corruption. Des indicateurs difficilement mesurables et peu enclins à évoluer, semble-t-il. L'avenir de l'agriculture, le textile version interne. Entre 750 et 850 millions de Chinois vivraient encore de l'agriculture. Ces paysans doivent s'adapter à un marché désormais ouvert aux importations, qui menace des milliers d'emplois, car malgré 20 ans de réformes,
La société rurale est encore un monde à part où le cliché a à peine évolué. Les paysans sont plus pauvres, moins bien soignés et bien moins éduqués que les citadins, surtout depuis que l'État s'est désengagé en matière de protection sociale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.